Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons sur l'histoire de la stratégie et nous avons parlé de Morphy, nous allons voir une de ces parties. Ici, partie de Liechtenstein contre Morphy qui s'est jouée à New York en 1857. Donc, ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, donc c'est le gambit écossais. E prend D4, fou C4, cavalier F6, E5, D5, fou B5, cavalier E4, cavalier prend D4, fou D7, cavalier prend C6, ça c'est pas un bon coup. B prend C6, ça fait que renforcer le centre des noirs, fou j'ai une anomalie dans les coups. Oui, excusez-moi. Je me suis trompé ici. Il n'a pas joué fou prend C6. Mais il a joué cavalier prend C6. B prend C6. Et fou D3. Donc ça revient en main, hein, c'est pas bon. Fou C5. Fou prend E4. Et là, un très bon coup, dame H4. Alors déjà, on voit l'attaque de mat sur le roi blanc. Dame E2, D prend E4. Et ici, le bon coup de défense aurait été de roquer. À ce moment-là, le roi aurait été au moins provisoirement à l'abri. Même si les blancs ne sont pas trop bien développés, le roc est intact, et donc ils auraient eu le temps de sortir leurs pièces, ils auraient pu au moins faire une bonne résistance. Ils ont joué fou E3, et donc là, fou G4. Très bon coup. Dame C4, fou prend E3, G3. Si maintenant dame prend C6, échec, c'est fou D7. Dame prend A8, échec. Roi E7. G3. Fou prend F2, échec. Après, roi prend F2. E3, échec. Roi E1. Dame, on va le jouer. Hein. On va le jouer, ça sera plus clair. Il y a trop de coups. Donc dame prend C6, échec. Fou D7. Dame prend A8, échec. Roi E7. G3. Fou prend F2, échec. Roi prend F2. E3, échec. Roi E1. Dame B4. Échec. C3. Dame prend B2. Dame prend H8. Et fou G4, suivi du mat. Les blancs ne peuvent pas l'empêcher. Donc, voyons la variante qui s'est jouée dans la partie. On va faire les premiers coups rapidement. Donc après E4, E5, cavalier F3 d'abord, cavalier F3, cavalier C6, D4, E prend D4, fou C4, cavalier F6, E5, D5, fou B5, cavalier
E4, cavalier prend D4, fou D7, cavalier prend C6, B prend C6, fou D3, fou C5, fou prend E4, dame H4, oh, j'ai un pion qui s'est taillé, je ramasserai après, dame E2, D prend E4, fou E3, donc fou G4, dame C4, fou prend E3, et donc dans la partie ils ont joué G3. Mais alors, dame D8, F prend E3, dame D1 échec, roi F2, dame F3 échec, roi G1, fou H3, dame prend C6 échec, roi F8, dame prend A8 échec, roi E7, et là, les blancs ne peuvent plus empêcher le mat, et les blancs ont donc perdu. Alors, un autre nom important de l'époque, c'est Chigorin. Chigorin porta le jeu ouvert des pièces à la perfection. Ces parties, surtout, en témoignent. Il est caractéristique de sa façon de jouer que, durant toute sa carrière, il ne joua avec les blancs que des jeux ouverts, en évitant toutefois la partie espagnole, qui de tous les jeux ouverts, E4-5, a le caractère le moins ouvert. Par principe, il ne jouera pas le gambit de la dame, bien que, à la fin de sa carrière, ce début fut parmi les plus en vogue. Chigorin contribua considérablement à l'étude de certains débuts gambits, gambit Evans, gambit du roi, et en les appliquant systématiquement et avec succès, à une époque où la technique défensive était déjà considérablement améliorée. Avec les noirs également, Chigorin rechercha un jeu de pièces actif. Ces idées occupent une place très importante dans la théorie du gambit de la dame, où il tenta sa chance par l'avance E5 pour ouvrir le jeu. Ceci est également à la base de sous-système sur D4, D5, C4, cavalier C6, connu maintenant comme la défense, la construction semi-slave, qui est de pratique courante aujourd'hui. D4, D5, C4, E6, et après cavalier C3, C6. Et dedans, dans cette ouverture, l'avance E5 constitue un motif essentiel. Et alors surtout le système révolutionnaire pour l'époque, à cette époque-là, après D4, cavalier F6, suivi de D6. Ce qui est le point de départ du début le plus joué de nos jours, l'Est indienne. Dans la partie espagnole, il découvrit de nouveaux systèmes de défense pour les Noirs, dont les idées sont maintenant à la base de quelques systèmes très populaires. Comme ses prédécesseurs, Chigorin, dans ses parties, fut toujours à la recherche d'un jeu actif, de la construction d'une attaque, qu'il mena ensuite rondement et avec succès. En défense, il rechercha toujours le contre-jeu et évita les positions passives. Les principales caractéristiques de son activité créatrice fut cependant sa recherche de voies nouvelles, inexplorées, où il montra toujours lui-même, à grand risque, l'exemple de la combativité, créant ainsi dans ses parties beaucoup de moments artistiques. Malgré la montée réussie de nouvelles tendances, Chigorin influença par sa créativité bon nombre de ses contemporains et représentants de la plus jeune génération, qui nous suffisent à cet égard de mentionner le maître hongrois Charousek et l'apparition la plus remarquable de l'histoire des échecs tchécoslovaques, le grand maître Duras. Pourtant, jusqu'à la seconde partie du XIXe siècle, l'école italienne ne constitua pas la seule tendance aux échecs modernes. On a déjà fait état des conceptions diamétralement opposées de Philidor. Dans les années 40, une nouvelle tendance se fit jour, plus particulièrement en Angleterre, dont le promoteur fut Staunton, qui a donné d'ailleurs son nom à la forme des pièces qu'on le retrouve dans un jeu classique, dite pièce Staunton. À l'encontre de l'école italienne, il visa une construction de parties solides. Il se contenta déjà d'un léger avantage, et sut également jouer la finale de façon relativement précise. Il évita les combinaisons risquées et il n'envisagea de sacrifice
que lorsque les suites pouvaient se calculer avec précision. Un bel exemple des penchants de Staunton est la partie que l'on verra dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.